musée de l'Homme Boris Vildé et Leonid Zourov en 1937 et 1938 en pays Seto. Donc, première chose qu'il faut dire tout de suite, que ces deux missions s'inscrivaient dans toute une série de missions qui étaient effectuées, organisées par le Musée de l'Homme dans les années 1930. La période des années 1930, commençant par 1928 et jusqu'à l'avant-guerre, était cruciale pour l'histoire du Musée de l'Homme. Et en fait, c'était vraiment une période charnière pour le Musée de l'Homme, période de passage de l'ancienne ethnographie du musée du Trocadéro au Musée de l'Homme qui s'appuyait sur de nouveaux concepts scientifiques et qui s'inscrivait dans une nouvelle structure politique, administrative et économique aussi. La personne qui portait le projet de ces multiples missions dans les années 30, il y en avait à peu près une quarantaine de missions qui étaient organisées par le Musée de l'Homme en cette période, c'était Paul Rivet qui était le directeur du Musée de l'Homme. Donc la première chose que Paul Rivet a voulu mettre en place comme politique de recherche, c'était les études et les enquêtes qui devaient se faire sur le terrain en observation directe. Donc il voulait mettre la fin à cette anthropologie du cabinet où le chercheur construisait ses théories sans quitter son institut ou son bureau, en s'appuyant sur les documents de terrain qui étaient très souvent fournis par les coloniaux, par les gens en place. Donc le chercheur lui-même n'a jamais été en contact avec les populations sur lesquelles il travaillait. Donc Paul Rivet, dès 1928, dès son arrivée au Musée de l'Homme, a voulu changer cette politique qui était donc en règle jusqu'à cette époque-là et commencer à faire les missions sur le terrain, organiser les missions sur le terrain de manière que le chercheur puisse faire les observations directes. Donc le but de ces missions, c'est de réunir bien sûr l'information orale en contact immédiat avec les interlocuteurs, mais aussi pour constituer des collections au Musée de l'Homme. Et en fait, dans les années 30, il y avait une véritable frénésie du collecte. Le Musée de l'Homme avait l'ambition de devenir un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand musée d'ethnographie en Europe. La question se pose aussi comment était effectué le choix des endroits où les chercheurs étaient envoyés, où ils partaient. Donc sur cette liste, vous voyez qu'il y avait les missions en Afrique, l'île de Pâques, en Océanie, en Groenland, au Japon, en Afrique du Nord, au Sahara. Et donc dans cette série de missions s'inscrivaient ces deux missions de Boris Vildé et Leonid Zourov en Estonie. Donc en fait, le choix de terrain s'appuyait sur deux principes, si on peut dire. Premier principe, c'est le souhait de Paul Rivet et de la direction de couvrir par les enquêtes et les collections le monde entier. Donc il y avait vraiment un souhait d'universalité de ces collections au Musée de l'Homme. Donc les équipes étaient envoyées dans toutes les régions du monde, sur tous les continents. Et deuxième principe sur lequel s'appuyaient les choix, c'était aussi l'intérêt des chercheurs eux-mêmes, parce qu'il y avait des spécialistes d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique. Donc les chercheurs spontanément proposaient aussi les projets de mission de manière à aller étudier sur place les populations sur lesquelles ils ont commencé à travailler. Ils ont fait les études. Il y avait déjà l'Institut d'ethnologie qui a été créé à Paris. Donc il y avait déjà toute une génération de jeunes chercheurs ethnologues qui a commencé à être formés. À cette époque aussi, la direction du Musée de l'Homme porte un intérêt particulier pour les cultures de contact. C'est un terme qui était utilisé à l'époque par Paul Rivet
Et cet intérêt pour les cultures de contact s'appuyait aussi sur le changement de théorie sur lesquelles s'appuyait la recherche ethnologique. Donc jusqu'à les années 1910, c'était la théorie évolutionniste qui dominait et qui présupposait que chaque société évolue indépendamment en passant d'une période inférieure vers l'évolution, enfin, qui tendait vers l'évolution. Et dans les années 1910-1920, donc le changement de théorie, c'est la théorie diffusionniste qui domine en France et qui vraiment domine dans la recherche ethnologique et anthropologique. Et le diffusionnisme, ça veut dire quoi? Que toutes les sociétés sont constamment en contact, qu'il y a des influences, qu'il y a des interpénétrations des phénomènes culturels. Et donc Paul Rivet et son équipe, ils portent un intérêt particulier pour ces régions du monde, et quand ils reçoivent les propositions de mission ici ou ailleurs, donc ils sont très attentifs à ces propositions de mission dans les pays de contact. Et donc quand Boris Videt et Leonid Zourov proposent une mission en Estonie dans la région de Setomaa, leur premier argument, c'était que c'est une région où il y a un mélange de cultures différentes, c'est-à-dire finno-ugriens et russes. Il y a aussi le mélange entre les croyances antichrétiennes et l'influence de l'Église orthodoxe. Donc Paul Rivet, il est très attentif à cette proposition-là, et bon, du coup, il donnera son accord pour que ces deux missions soient effectuées. L'intérêt particulier aussi de la direction du Musée de l'Homme pour les pays européens, parce qu'en fait, on est avant la Deuxième Guerre, il y a les théories racistes qui circulent, et Paul Rivet souhaite que les ethnologues partent aussi faire des missions ethnographiques dans les pays européens, justement pour contrecarrer ces théories racistes. Donc, je vous ai dit que les années 1930, c'est une décennie vraiment à la charnière entre deux périodes dans l'histoire du musée d'ethnographie à Paris. Donc, la première étape, la première période de l'histoire de ce musée d'ethnographie, c'est le musée du Trocadéro. En fait, vous voyez à gauche, c'est en gauche en haut, c'est le bâtiment du palais du Trocadéro tel qu'il était construit en 1878 pour une exposition universelle. Quand le bâtiment a été construit, vous voyez aussi la photographie en haut à droite, il n'était pas destiné pour être musée. Le bâtiment a été construit pour accueillir les différents pavillons des pays divers pendant l'exposition universelle. Et alors que la plupart des bâtiments après les expositions universelles sont détruits, on a décidé de garder ce bâtiment-là et d'y placer les différentes collections ethnographiques qui étaient dispersées à Paris entre les différents musées, le Louvre, le musée des Antiquités, etc. Donc pour la première fois, en 1878, il y a le regroupement des collections ethnographiques dans un seul endroit. Et donc en 1928, ce musée d'ethnographie du Trocadéro commence à être vraiment vieilleux, il est délaissé par le public, il n'y a pas de financement. Et donc finalement, il y a envie aussi de le rénover, de lui donner un nouveau souffle en se basant justement sur de nouveaux paradigmes scientifiques et aussi en changeant la muséographie de ce musée. L'ancien musée du Trocadéro était directement, il était sous la tutelle du ministère des Beaux-Arts. À partir de 1928, quand Paul Rivet prend la direction du musée, le musée de l'Homme, donc il change de nom, il devient musée de l'Homme et il passe sous la tutelle du Muséum national d'histoire naturelle. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc c'est notre tutelle à nous. Et Paul Rivet, en fait, c'est un anthropologue qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle.
Donc là, vous voyez sur la photo à gauche la transformation du musée du Trocadéro en musée de l'homme. Donc il y a les modifications sur le plan divers. Donc sur le plan architectural, il fallait faire un bâtiment déjà un peu plus approprié pour accueillir les collections et les expositions, un peu plus moderne. Et il y avait aussi sur le plan muséographique une ambition de faire le musée ethnographique le plus moderne en Europe. Et ce projet était mené par Paul Rivet. Paul Rivet est entouré par les collaborateurs très enthousiastes du projet, et parmi ces collaborateurs se trouve donc un de nos deux missionnaires, Boris Wilde, que vous voyez ici sur la photo en bas, il est à droite. Donc je vous ai parlé de cette théorie diffusionniste qui commence à être dominante dans la recherche ethnologique et anthropologique en France. Et parmi les concepts clés de cette théorie-là, vous voyez historicité, contact, influence, échange, transfert, emprunt, propagation. Donc, Boris Wilde, qui est entre, je vais passer les diapos sur la biographie de Boris Wilde et Leonid Zourov. Boris Wilde, il est très attentif à ces nouveaux projets scientifiques, et en fait, le territoire et le peuple de Setomaa, justement, il est très, très propice pour étudier tous ces concepts-là. Donc cette diapo, c'est pour vous montrer un peu les modalités pratiques des missions qui étaient donc organisées au Setomaa. Le but, comme pour toutes les autres missions, effectuer des enquêtes auprès des populations russes, et c'est tout, et rapporter des photos et des objets. Donc la première mission est effectuée en été 1937, du juin en octobre, et ce sont les deux chercheurs, Boris Wilde et Leonid Zourov, qui l'effectuent. La deuxième mission se déroule l'année d'après, également en été, donc en 1938, mais cette fois-ci, Leonid Zourov part tout seul sur le terrain, Boris Wilde, et il fait une mission en Finlande où il étudie notamment la culture matérielle. Les deux missions sont financées par le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Et en fait, le Musée de l'Homme, les financements de missions s'effectuent par le biais du ministère. Donc ici, vous voyez deux documents. Celui de gauche, c'est l'ordre de mission de Boris Wilde. Donc vous voyez le papier en tête. Donc ici, c'est clair et net qui couvre la mission, qui finance la mission. Malheureusement, pour la deuxième mission de 1938, nous n'avons pas d'ordre de mission dans nos archives, mais nous avons l'attestation qui était signée donc par Paul Rivet concernant Boris Wilde et sa mission au Setomaa. Donc, qui c'étaient ces deux personnes qui ont effectué la mission Setomaa en 1937-1938? Donc, Boris Wilde. Donc, vous voyez ici, il est né à Saint-Pétersbourg en 1908, de parents russes, orthodoxes, donc il est russe. Après la Révolution, la famille émigre en Estonie. 30-32, la famille reste en Estonie et Boris Wilde part tout seul en Allemagne où il participe à la lutte contre la montée du fascisme. Et en 1932, il arrive à Paris. Donc c'est quelqu'un qui est talentueux, ambitieux. Il connaît des langues. Il parle l'estonien, le finnois, le français, l'allemand. Il est aussi très intéressé justement par cette approche anthropologique, ethnologique des différentes cultures du monde, et vu ses connaissances, donc c'est plutôt les peuples finno-ugriens qui l'intéressent. Donc en 1936, il obtient la nationalité française. Il entre au Musée de l'Homme d'abord comme bénévole. Et en fait, au Musée de l'Homme, à l'époque de Paul Rivet, il y a très peu de salariés, mais il y a beaucoup de collaborateurs qui sont bénévoles parce que le projet est passionnant, parce que il y a aussi, le Musée de l'Homme est situé dans le 16e arrondissement à Paris où il y a beaucoup de gens
riches qui peuvent financer, ils deviennent mécènes. Il y a aussi des bénévoles, des familles très riches qui viennent, les femmes, les hommes, pour aider ce projet qui est tout à fait passionnant. Donc Boris Wilde entre au Musée de l'Homme en 1935 en tant que bénévole. Mais assez rapidement, il se rapproche donc de la direction de Paul Rivet parce qu'il a des capacités pour faire partie de cette équipe-là. Mais le financement des missions se fait justement par le biais du ministère en tant que, je ne sais pas, en termes d'aujourd'hui, on aurait dit contractuel. Donc elle ne fait pas encore partie officiellement du personnel salarié du Musée de l'Homme. Alors que Leonid Zourov, c'est le statut de Boris Wilde, et Leonid Zourov, il n'est pas connu encore au Musée de l'Homme, mais on verra tout à l'heure comment ça se fait qu'ils sont partis tous les deux. Donc, à la suite de ces deux missions, Boris Wilde a des projets très ambitieux pour travailler sur le peuple sitou. On va en parler tout à l'heure. Malheureusement, le début de la guerre arrête tous ces projets. Boris Wilde il fonde, organise le premier réseau de résistance en France. C'est le réseau qui a été appelé après le réseau du Musée de l'Homme. Donc il est arrêté par le Gestapo en mars 1941 et en février 1942 il est fusillé. Donc malheureusement, toutes ces ambitions, tous ces projets étaient brusquement arrêtés par la guerre. Donc Leonid Zourov, comme Boris Wilde, il est né en Russie, donc vous voyez la date, 1902. En 1917, il s'engage dans l'armée de Yudenich. Blessé en 1919, il est transféré en Estonie, mais déjà en 1920, il s'installe à Prague. En 1921, il part en Lettonie, où il reste 7 ans, et il arrive à Paris en 1929. Donc en 1928 et en 1935, il effectue 2 missions, donc complètement en dehors du Musée de l'Homme, qui étaient commandées par l'université de Riga et après pour le compte du ministère de l'Éducation d'Estonie. Ces 2 missions avaient comme but étudier les monuments d'abord du couvent Pskov-Pichore. Et c'était pareil, la recherche était surtout sur le plan histoire de l'architecture en Estonie. Et c'est en 1937 donc il part en mission à 7 mois avec Boris Wilde. Donc pendant la guerre, il participe aux activités de résistance, mais au sud de la France. Après la guerre, il revient à Paris et donc il décède en 1971. Il est enterré au cimetière russe de Sainte-Geneviève-de-Bois. Donc, qu'est-ce qui nous reste de ces 2 missions aux 7 mois de Boris Wilde et Leonid Zourov? Donc, malheureusement, la guerre arrivant, les notes de terrain, on n'a pratiquement plus rien. Boris Wilde, Leonid Zourov, dans ses rapports, il raconte un peu les péripéties, l'histoire des valises dans lesquelles il gardait les notes de terrain. Il est parti au sud de la France avec ces valises-là, qui étaient laissées chez quelqu'un. Après, la maison était bombardée, donc il avait beaucoup de péripéties. Boris Wilde, c'était pareil, mais la disparition des notes de terrain était due plutôt au fait qu'il était fusillé. Après, les notes sont restées dans la famille, mais personne ne s'intéressait. Il n'avait pas d'enfants, donc il n'avait pas de descendance directe. Les archives sont disparues, les notes sont disparues, d'ailleurs assez récemment. Donc, qu'est-ce qui nous reste au Musée de l'Homme de ces missions? Ce sont quand même les archives écrites qui comptent 81 documents et qui sont essentiellement les rapports de mission. Donc, on a 2 grands rapports de mission de Leonid Zourov et on a aussi le courrier administratif, les fiches d'objets, bien sûr, les cartes, etc. Donc, mais si on compare l'importance, sur le plan d'importance de ces 3 paquets qui constituent le fonds Boris Wilde, c'est-à-dire les archives écrites, les photos et les collections des objets, pour moi personnellement, c'est la collection des photos qui constitue vraiment
la partie la plus intéressante. Donc, ils sont revenus de ces 2 missions avec 365 prises de vue, dont certaines photos sont uniques, et donc nos chercheurs russes et estoniens le confirment. Et donc, ce sont ces photos-là qui vraiment constituent pour nous le trésor que nous gardons encore aujourd'hui. Et donc, troisième partie de Sophoonville des Ourfs, c'est une collection d'objets. Ils ont apporté 379 objets, 18 de la première mission, donc la collecte était très limitée, et donc la majeure partie de la deuxième mission. Et là, vous voyez un peu sur le plan quantitatif qu'est-ce qui était réuni, surtout beaucoup de textiles, les vêtements. C'est Leonid Zourov qui s'intéressait aussi beaucoup au tissage. Il y a aussi une 50aine d'objets de pêche. Donc, après l'émission, voilà ce qui arrive au Musée de l'Homme. Et ça reste au Musée de l'Homme pratiquement sans être exploité, sauf les objets qui étaient pratiquement tout de suite après le retour de mission de 37-38, étaient mis dans une vitrine dans les galeries publiques du Musée de l'Homme qui était consacrée. C'est une vitrine qui était consacrée au peuple sitou. Donc il y avait une vitrine qui était mise tout de suite. Tout le reste restait sans aucune utilisation pratiquement jusqu'à la fin des années 1990. Il se trouve que les 2 rapports de Leonid Zourov, qui constituent vraiment la partie la plus importante du fonds d'archives, étaient écrits en russe. Et au Musée de l'Homme, il n'y avait pas de russophone pour étudier et mettre le nez dedans. Donc moi, j'arrive au Musée de l'Homme en 1997, et une des premières choses que j'ai commencé à faire, c'est de voir un peu ces documents. Et au bout de 3 ans, j'ai publié un article sur ce fonds, mais je vais y revenir avec une idée par la suite de publier tout ce fonds avec une approche critique. Il se trouve qu'en 2000-2001, il y a le projet de départ des collections ethnographiques du Musée de l'Homme avec la création d'un nouveau musée à Paris qui est le musée du Quai Branly. Donc, les fonds, l'ensemble des collections au Musée de l'Homme, c'est 300 000 objets, dont 30 000 du département Europe. Donc, par la décision gouvernementale, et notamment par le président Jacques Chirac, le nouveau musée qui devait être créé, qui était donc au point d'être créé, le musée du Quai Branly, devait prendre toutes les collections du Musée de l'Homme, sauf les collections européennes. Donc, en 2002, 2003, 2004, les collections non européennes partent au Quai Branly. Les collections européennes où se trouvaient les objets de Setomaa restent la propriété du muséum, et en 2005, ils sont mis en dépôt à Marseille. Donc, l'ensemble des collections qu'ils ont réunies se trouve maintenant à Marseille, au musée Mucem, mais c'est le muséum qui est le propriétaire sur le plan juridique de ces collections. Donc voilà la situation en 2005. Ce fonds unique est divisé entre 3 institutions. Donc les archives écrites restent au Muséum national d'histoire naturelle, qui est notre tutelle. Le Musée de l'Homme, c'est juste une antenne d'une grande institution qui est le Muséum national d'histoire naturelle. Donc les archives écrites, Muséum national d'histoire naturelle, Musée de l'Homme. Et il se trouve qu'avec le départ des collections ethnographiques non européennes, le musée du Quai Branly a pris tout le fonds de la photothèque. Ça s'est fait comme ça. Donc maintenant, les 365 prises de vue se trouvent au Quai Branly. Et les objets se trouvent donc au musée. Voilà la situation que nous avons maintenant. Je vais vous parler après de notre projet de publication de tout ce fonds et des difficultés que nous avons maintenant pour collaborer avec entre ces 3 institutions. Donc, je vous ai parlé de 2 rapports de Leonid Zourov qui constituent vraiment la partie la plus importante de ces archives écrites. Voilà sous quelle forme nous les avons. Donc, ce sont 2 cahiers
Le premier fait 79 pages, le deuxième à peu près pareil. Donc c'est écrit, tapé à la machine, avec les corrections manuelles de Léonid Zourov. Dans ce fonds d'archives se trouve aussi, mis à part donc le courrier, les archives administratives, les lettres et les rapports, mis à part de 2 rapports de Zourov, il y a plusieurs autres petits rapports thématiques, etc. Donc il y a aussi quelques cartes de ces tomas qui étaient, donc on en a 5, et 3 cartes étaient dessinées par Léonid Zourov. Donc pour nous, c'est à peu près la dimension A4. Donc qui était dessiné par Zourov et où il a marqué les endroits où il a travaillé, et notamment sur les sujets, les sites sur lesquels il a travaillé. Donc ces cartes pour nous, c'est aussi très très précieux. Donc les collections, je vous ai dit que de la mission 37, il y avait 18 objets exclusivement situ qui étaient ramenés au Musée de l'Homme, et la mission 1938, ce sont 361 objets russes et situ qui arrivent au Musée de l'Homme. Alors, ce qu'il faut dire aussi, que les 2 chercheurs, Wilde et Zourov, pourquoi il y a cette distinction objets russes et situ, pourquoi il n'y a pas que des objets situ. Et en fait, le projet de cette mission, c'était justement d'étudier la mise en commun de 2 cultures situ et culture russe. Donc les 2 chercheurs ont le projet de travailler dès le début sur les 2 populations, sur les Russes et sur les situ. Et en fait, leurs compétences se complètent pour faire ce travail. Boris Wilde, il connaît les langues, donc l'estonien, le finnois, ce qui est largement suffisant pour aller sur le terrain. Mais il ne connaît pas la région. Il n'est jamais, même s'il a vécu à Saint-Pétersbourg et après à Tartu, la région de Setomaa, il ne le connaît pas. Par contre, Zourov le connaît très bien. Donc, il y a vraiment la mise en commun aussi des compétences, et il décide de partir sur le terrain et étudier les 2 populations. Donc, une fois, quand ils sont partis tous les 2, ils se suivent, ils travaillent tout le temps ensemble. Et puisque Boris Wilde s'intéresse surtout aux situ, forcément, il travaille auprès de la population situ, et Zourov, il suit en quelque sorte Wilde, parce que c'est Wilde qui est chef de la mission. Donc, Zourov est considéré comme son adjoint. Donc, d'où l'intérêt pour les objets situ. C'est là où Boris Wilde commence à collecter aussi les termes, travailler sur la langue. Et je vous ai dit qu'en 1938, Zourov, il part tout seul. Donc, il ne parle pas la langue, il ne parle ni l'estonien ni le situ. Donc, forcément, la majeure partie de ses enquêtes se passe dans les villages russes. Mais quand même, il s'appuie aussi sur les traducteurs sur place. Donc, il ouvre beaucoup plus largement ses enquêtes en dehors des villages russes, d'où la présence donc, de ces objets russes et situ dans la collection. Donc, les thèmes d'enquête qu'il mène. Donc, c'est surtout l'histoire et l'archéologie, ça c'est vraiment l'intérêt de Zourov. Il travaille sur la langue, ça c'est surtout donc, le domaine sur lequel travaille Boris Wilde, parce qu'il a des connaissances et en plus il a commencé à faire à Paris les études de linguistique. Un très très large champ de leur enquête, ce sont les croyances et les rites, et aussi la culture matérielle et système technique. Donc les enquêtes linguistiques, c'est surtout Boris Wilde qui veut vraiment étudier la langue. Donc il parle l'estonien, mais pas le situ. Il arrive sur place et il se rend compte que la langue situ a une richesse extraordinaire. Il est carrément fasciné par cette langue et tout de suite, il écrit après dans ses rapports qu'il veut y retourner pour faire vraiment une enquête approfondie sur les langues, sur la langue situ. Il veut faire un dictionnaire situ, il veut réunir le folklore, etc. Donc le projet est immense et il est très enthousiaste,
Mais bon, finalement, je vous ai dit que ça s'est arrêté à cause de la guerre. Donc, dans cette petite citation que je vous ai faite ici, qui est l'extrait du rapport de Boris Wilde, il écrit « L'étude linguistique de la langue, c'est tout, a permis, à lui, à Boris Wilde, a permis de relever l'existence de 3 au moins cercles dialectaux, dont j'ai étudié 2, ceux de Lobenitsa et de Varska. Donc, elle a réuni près de 800 mots et près de 1500 lignes de texte. Donc, de ces 800 mots et de 1500 lignes de texte, nous n'avons rien du tout. Donc, toutes ces données, tous ces papiers étaient perdus. Donc, quelques indications quand même sur ce projet ambitieux de Zourov apparaissent à travers quelques fiches que nous avons. Donc, en fait, on a 5 fiches. Donc, c'est la photo à gauche. De Boris Wilde, mais ça vous montre aussi comment il travaillait. Donc, vous voyez sur cette fiche, il a marqué les noms des vaches d'après le jour de la semaine de leur naissance. Donc, la vache, enfin, c'est celui qui note, la vache née le dimanche s'appelle comme ça, la vache née le lundi, on lui donne un autre nom, etc. Donc, lui, il est fasciné par cette richesse et la précision de la langue, c'est tout. En français, c'est la vache et la vache, c'est le point final. Donc là, quand même, la langue est très, 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 très riche. Et donc, cette recherche linguistique de Boris Wilde apparaît aussi à travers les 18 fiches descriptives d'objets que Boris Wilde a écrit lui-même tout de suite après le retour de la mission en 1937. Donc, dans cette collection de 18 objets, il y a surtout les vêtements, c'est tout, et quelques outils qui sont liés au textile. Et comme ici, je vous ai montré, c'est un petit métier à tisser pour tisser les ceintures. Et donc, vous voyez, c'est Boris Wilde qui fait le dessin et c'est lui qui note les noms, c'est tout, à côté de chaque partie de ce métier. Donc, je vous ai dit qu'ils travaillaient tous les deux, et surtout Leonid Zourov après, sur les fêtes et les rites. Et une des fêtes calendaires qui les attire le plus, c'est la fête de la Saint-Jean. Et c'est surtout Leonid Zourov, après, en mission de 1938, fait un travail autour de ce fait. Donc ici, toutes les photos que je vous montre ici, ce sont les photos de Wilde et Zourov. Donc sur la photo de gauche en haut, c'est la danse de l'ours, enfin, c'est lui qui l'appelle comme ça, au village de Meixi. La danse aux mains levées. Et après, donc, c'est le service religieux le jour de la Saint-Jean, près d'une pierre sacrée, donc pareil au village Meixi. Donc, un des thèmes, si ce n'est pas le thème le plus important dans la recherche de Zourov, c'est l'étude des objets naturels sacrés autour desquels s'organisent les rites. Et donc, les roches sacrées, Leonid Zourov consacre carrément 50 pages de son rapport uniquement à ce thème. Il précise que la nature des pratiques rituelles autour des roches sacrées, ce sont les pratiques donc curatives, propitiatoires et votives. Et il prend plusieurs dizaines de photos autour de la pierre sacrée de Meixi. Bon, il y a d'autres pierres qu'il étudie, notamment la roche plate ou la roche d'âne au village de Pelsi. Et il décrit dans ce rapport très précisément qu'est-ce qui se passe. Donc, il reste la roche à Meixi, et il reste 3 jours de suite caché dans les buissons. Il observe qu'est-ce que les gens font, quels gestes ils utilisent, comment ils se frottent contre la pierre, qu'est-ce qu'ils déposent là-dessus, comment on déshabille les gamins, comment on les plaque contre la roche. Donc il décrit tout ça. Et vous voyez cette photo-là aussi, c'est vraiment, il attrape par la photo le geste de la femme qui pose sur la roche d'âne nouée avec le fromage dedans. Et après, bon, lui, il commente, il explique pourquoi le fromage, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Après, il reste pareil, un peu caché, pour observer l'arrivée d'autres femmes, une qui a posé une file de laine de sa ceinture, donc il essaie de comprendre le pourquoi.
parmi ces différents rituels, donc, il y a aussi l'utilisation des morceaux des pierres sacrées ou les pierres qui sont supposées tomber du ciel, comme par exemple cette pierre magique, Gramava Estrela, qui fait partie des collections qu'ils ont ramenées. Et là, elle prend la photo d'un guérisseur qui soigne le maux de ventre d'un enfant. Donc, il y a parmi les rites qui les intéressent, il y a les rites familiaux, notamment les rites de mariage. On n'a pas de traces des enquêtes qu'ils ont fait auprès de la population. Donc, seules les photos de Leonid Zourov témoignent de l'intérêt pour les rites nuptiaux. Donc, là, vous voyez quelques photos du mariage. Les rites funéraires aussi l'intéresse beaucoup. Et donc là, à nouveau, je reviens un peu vers cette distinction entre les rites, les croyances des Russes et des Sétos. Donc, pour certaines photos, le village n'est pas indiqué. Donc, ce sont les vêtements, les gestes qui montreront est-ce qu'il est dans un village russe ou dans un village Séto. Et donc, ça, c'est à la charge de nos chercheurs estoniens et russes de le définir, mais en tout cas cette photo elle est tout à fait pour moi exceptionnelle parce qu'elle montre comment on sort le cercueil, comment on le balance sur les essuie-mains. Donc il y a toute une ambiance de ce rituel funéraire. Bon, je vous ai dit qu'il s'intéresse aussi aux activités techniques et toutes les activités il passe à Leonid Zourov, il attrape tout. Le travail de mouture de grains, le travail des apiculteurs, le travail des pêcheurs. Donc vraiment une grande série, nombreuses séries de photos qui fixent les différentes activités techniques. Le tissage, ça l'intéresse plus particulièrement. Donc vous voyez ici, à gauche en haut, c'est le métier à tisser les ceintures qu'il a ramené après donc, au musée de l'Homme. Là, c'est les photos qui étaient prises par Wild en 1937. Donc vous voyez, Wild, il s'intéresse beaucoup aux vêtements Sétou, et notamment, comme exemple, cette chemise traditionnelle à manches longues. Et Boris Wilde, il fait plusieurs photos parce qu'il demande à la vieille dame de lui montrer comment on arrange les manches. Et donc il explique que les manches, quand elles sont ramassées comme ça, la photo de gauche, c'est pendant les fêtes. Quand les manches, parce qu'en fait il y a les fentes ici, donc on peut sortir les bras, et les manches longues, on les noue derrière. Donc il pose des questions, dans quelles circonstances on fait comme ça ou comme ça. Et donc cette dame-là qui lui montre la chemise, finalement elle a vendu à Boris Wilde cette chemise-là, donc elle fait partie de nos collections. Et lui il demande à quel moment cette chemise était faite, cousue. Donc la dame, elle dit, c'est une vieille dame, elle dit cette chemise a été faite pour mon mariage. Donc on a à peu près la date. Donc notre activité technique c'est la pêche. Il y a à peu près une quarantaine de photos quand même qui illustrent ces activités de pêche. Donc il y a aussi, les documents intéressants, ce sont les fiches, on en a vu déjà une. Donc c'est une autre fiche de Boris Wilde aussi. Donc vous voyez ici l'exemple d'une chemise d'homme. Et pareil, il fait le dessin et en mot c'est tout, il décrit les différents éléments de la chemise. Voilà cette fameuse vitrine dont je vous ai parlé. Donc voilà, tous ces objets font partie de nos collections. Et là-haut, vous voyez quelques photos qui étaient prises par Zourov. Donc, je terminerai cette présentation sur une note très positive, parce qu'en 2011, on a lancé un projet de publication de tout ce fonds Wilde Zourov avec nos collègues russes et estoniens. Donc, en 2012, nous avons signé une convention de collaboration entre l'Université de Tartu, l'Institut Séto, le Musée d'ethnographie de Saint-Pétersbourg et le Muséum national d'histoire naturelle. D'abord, au début, c'était pour organiser un colloque, mais en fait, pour nous, le colloque, c'était juste le moyen de lancer la publication de tout ce fonds. Voilà, donc ça fait maintenant 4 ans, si ce n'est pas plus, que nous travaillons dessus.
Le travail arrive voilà, presque à la fin. Tous les articles sont écrits. Et donc, j'espère que l'ouvrage paraîtra fin 2016, début 2017. Donc, on a décidé avec nos collègues, nous communiquons tous les jours maintenant les rédactions, la correction des articles, etc. Donc c'est un travail, une période très intense dans notre travail. D'un commun accord, nous avons décidé qu'il y aura 3 versions linguistiques de ce livre, donc en langue française, en langue estonienne et en langue russe. Pourquoi? Parce qu'on a les auteurs russes et estoniens, et parce que les 3 pays s'intéressent à ce projet. Ce n'était pas possible de faire 3 versions de langue dans le même ouvrage, parce qu'en une seule langue, il y aura à peu près 800 pages de ce livre-là. Donc ce projet consiste à publier le fond dans sa totalité, donc c'est à peu près la moitié, 400 pages, et les autres 400 pages, ce sera les articles des spécialistes russes et estoniens sur les sites. Donc on a à peu près 33 articles. Le choix des thèmes était fait en fonction des thèmes sur lesquels travaillait Zurov et Wilde. Donc nous, on ne couvre pas toute l'histoire et la culture du peuple sitomaa. Le but, c'était que les chercheurs russes et estoniens commentent les enquêtes qui étaient faites par Wilde et Zurov, de manière à les présenter du point de vue de la recherche d'aujourd'hui. Donc, en fait, notre table de matière est construite en fonction des thèmes sur lesquels travaillait Wilde et Zurov. Donc, on a 33 articles, on a 25 auteurs, donc c'est un projet grand, ambitieux et difficile à mener. La moitié des auteurs, ce sont les auteurs estoniens et les autres sont russes. Donc, c'est un projet que nous, qui commence vraiment à prendre au corps et j'espère que le livre paraîtra et quand il sera sorti, nous ferons la présentation ici si vous voulez bien. Merci.